Donc je suis Frédéric Launay, j'interviens à l'Agence de l'eau à la délégation de Montpellier. Donc l'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État qui est placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, ministère de l'Environnement. Les agences de l'eau, il y en a 6 en France qui ont été créées par la première loi sur l'eau de 1964. L'objectif de l'Agence de l'eau, c'est la mise en œuvre et l'animation de la politique de l'eau. Donc un captage prioritaire est choisi par l'État en fonction de la concentration d'éléments polluants, pesticides ou nitrates qu'on peut y récupérer et y déceler. Donc une concentration préoccupante, récurrente, c'est-à-dire préoccupante c'est le niveau de concentration, récurrente c'est la durabilité de cette concentration dans le temps, sur un pas de temps pluriannuel, ou une concentration qui peut être aussi en croissance forte et qui justifie que l'on identifie ce captage comme étant prioritaire pour concentrer nos actions rapidement pour lutter contre la pollution sur ces territoires. L'objectif sur ces captages prioritaires, c'est la reconquête pérenne, c'est important, de la qualité des ressources en eau. Alors, de deux manières. Il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage qui permet de piloter en concertation le projet et dans lequel on retrouve en général des représentants du monde agricole et des représentants et parfois des représentants de la société, donc le milieu associatif avant tout, et puis naturellement les élus. Et puis après, ces projets mis en œuvre sur les aires d'alimentation de captage s'entendent vraiment dans un cadre de concerté. Et donc l'association de la population et des personnes intéressées, elle se fait naturellement. Voilà, donc autrement dit, sur la méthode, donc, deux études, une étude hydrogéologique qui permet de déterminer l'origine de l'eau et la vulnérabilité de la nappe, et une étude qui permet de déterminer la pression polluante, donc la pression polluante, son origine, son fonctionnement et le mécanisme de transfert vers le captage. Et le plan d'action détermine les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Alors ce sont avant tout des ressources souterraines qui sont prélevées pour l'alimentation en eau potable, en très grande majorité. C'est une chance, ça veut dire que ce sont vraiment des ressources en eau locales qui permettent d'alimenter les populations. Donc ça a une incidence, on va dire, économique. Sur le territoire Languedoc-Roussillon, il y a 66 captages prioritaires. 45 d'entre eux ont été identifiés comme prioritaires en 2010 et 21 en 2016. Aujourd'hui, on a 80% de ces 66 captages qui font l'objet pour lesquels on a délimité d'ores et déjà l'aire d'alimentation de captage. Donc c'est la première étape. Et puis on a 76% des captages prioritaires qui font l'objet d'ores et déjà d'une action de reconquête de la qualité de l'eau. Le propre de la politique de l'eau, c'est d'avancer par cycle de 6 années, aussi bien pour le programme d'intervention de l'Agence de l'eau, donc les objectifs, les modalités et la répartition financière, que pour le SDAGE, qui est, comme je l'ai dit, le document directeur de la politique de l'eau, qui est revu tous les 6 ans. Le portage par les collectivités, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire sans les collectivités, il n'y a pas de projet sur les aires d'alimentation de captage, il faut bien le dire. Donc c'est un portage qui se fait à différents niveaux. La maîtrise d'ouvrage des études, ce sont des études qui sont coûteuses. L'animation territoriale et l'animation de projet, en général, ça fait l'objet, ces deux missions font l'objet de la création d'un poste d'ingénieur au sein des collectivités. Et ensuite, au moment de la mise en œuvre du programme d'action, les collectivités peuvent porter un certain nombre d'actions, notamment par exemple l'acquisition foncière sur des territoires précis, toute la réflexion autour des usages non agricoles de produits phytosanitaires. On parle beaucoup des usages agricoles, mais il y a aussi un enjeu autour des usages non agricoles, il faut le dire et insister. Et puis notamment les aires de lavage de pulvérisateurs, comme le disait Benjamin. Effectivement, il faut réussir à convaincre les agriculteurs d'adhérer aux objectifs environnementaux qu'on met en œuvre sur les captages, et puis quelque part à remettre en cause leur organisation, leur système d'exploitation. C'est pas toujours facile, c'est parfois facile parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont motivés, mais c'est pas toujours facile. Il y a des réalités dont il faut tenir compte sur les exploitations. Donc pour simplifier, pour aller vers les agriculteurs, je reviens sur les moyens d'animation qui sont essentiels, l'animation territoriale, la présence sur les territoires et l'investissement des réseaux d'acteurs locaux. Là, il faut être présent dans la dynamique locale des territoires, comprendre le fonctionnement des exploitations et des filières locales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a oui ou non une cave coopérative, quelle est la stratégie commerciale et économique, quels sont ses clients, et voir comment on peut trouver la bonne relation, la bonne posture pour
va favoriser l'adhésion de la classe coopérative et des agriculteurs au projet qu'on met en œuvre sur le captage. Et puis ensuite, on se sert beaucoup de l'incitation financière, donc à la fois à destination des agriculteurs, donc ce sont les mesures agro-environnementales dont parlait Benjamin, ou des aides à l'investissement. Lorsqu'un agriculteur acquiert par exemple un matériel, il peut prétendre à des aides financières, notamment de l'Agence de l'eau. Et chaque année, l'Agence de l'eau, sur cette politique de lutte contre la pollution par les pesticides, investit sur les 4 départements littoraux, Languedoc-Roussillon, un peu moins de 16 millions d'euros à destination des agriculteurs. Sur un patent 2015-2018, on parlait des MAEC. Les contrats passés avec les agriculteurs représentent 18 000 hectares sur les 4 départements. Les aides à l'investissement ont touché 1200 exploitants. Et l'aide à la conversion à l'agriculture biologique concerne 10 000 hectares. Pour juger de l'efficacité, c'est-à-dire de l'efficacité en termes de qualité de l'eau, donc l'Agence de l'eau porte la mise en œuvre d'une surveillance régulière de l'eau au point de captage. Les statistiques ici sont basées sur les 50 captages qui disposent d'un programme d'action. Donc aujourd'hui, on a une amélioration, on constate l'amélioration de la qualité de l'eau pour 20 captages, 40% des captages. On a encore 17 captages, soit 33%, où on constate une stagnation de la qualité de l'eau. Et ensuite, on a des captages. En général, ce sont des captages sur lesquels on est présent depuis peu, mais où la qualité de l'eau continue à se dégrader. Ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à lutter contre l'emploi d'herbicides par les agriculteurs, mais en fait les herbicides qui sont présents dans l'eau se dégradent et ont une rémanence, un temps d'épuration qui est parfois très long. Comment convaincre les agriculteurs? Pour moi, la première étape, c'est comprendre le fonctionnement de l'exploitation. C'est connaître les différents ateliers, les différentes productions, la valeur ajoutée de chacune des cultures, c'est-à-dire une exploitation, c'est un acteur économique, hein, il vit de son revenu. Donc c'est déterminer la structure de son revenu, de son chiffre d'affaires, la relation aux structures aval, la technicité de l'exploitant, l'environnement de l'exploitation. Est-ce que l'exploitant s'inscrit dans une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole? Est-ce qu'il s'inscrit dans une dynamique de groupe, une coopérative, une association? Voilà, il y a plein de groupes qui existent. Est-ce qu'il est sur un territoire très rural, isolé, ou un territoire périurbain? C'est fondamental. Et puis le mode de faire valoir, est-ce qu'il est propriétaire de son foncier ou est-ce qu'il est locataire? S'il est locataire, est-ce qu'il a des baux écrits ou pas du tout? On constate de tout. Donc, tout ça, ça me semble être des éléments intéressants de comprendre, de connaître, à connaître pour comprendre le fonctionnement de l'exploitation. Et puis le champ des atouts et contraintes de l'exploitation et de l'exploitant. Les grandes surfaces, c'est 91% de la vente de vin en France. Donc les grandes surfaces aujourd'hui sont en demande de signes de qualité, de pratiques agro-environnementales. Et puis ensuite, l'exploitant, voilà ce que je disais, son exploitation est en équilibre par rapport à ses décisions. Et il faut comprendre ses critères de décision. Donc ils peuvent dépendre de plein de choses. Sa technicité, sa formation, son savoir-faire, son histoire, son âge. Est-ce qu'il a 35 ans? Donc en général, les jeunes sont plutôt bien formés. Ou est-ce qu'il a 55 ans et alors, pour le coup, il est en fin de projet et donc il est peu probable qu'il investisse sur une thématique telle que l'agro-environnement, mais c'est des généralités, mais ça intervient beaucoup, l'âge et le projet de vie. La situation économique, est-ce qu'il est en difficulté ou pas du tout? Son intégration ou son isolement, est-ce qu'il s'intègre dans une dynamique collective ou est-ce qu'il est vraiment seul sur son territoire, enfermé sur son exploitation? Ça se voit, hein, c'est pas des gros mots, c'est des situations qu'on constate, hein, des exploitants qui restent sur leur exploitation parce qu'ils sont à fond dans le travail, comme ils disent, et puis du coup un isolement, un manque de réflexion, un manque d'ouverture, c'est des choses qui se voient. La sensibilité, moi je travaille beaucoup, j'ai plusieurs projets qui ont été générés par des cancers, des agriculteurs qui ont eu des problèmes de santé, des pépins de santé, et qui du coup ont réussi à fédérer autour d'eux et à instituer des dynamiques. Je pense à 2 projets comme ça. C'est toujours des moments forts. L'équipement sur l'exploitation, est-ce qu'il a le matériel qui lui permet? C'est des questions qui comptent. Voilà. Donc des critères de décision qu'il faut connaître avant d'aller voir un exploitant pour adapter son argumentaire et lui proposer les solutions les plus adaptées. Les solutions les plus adaptées, ce sont les démarches de groupe, les coopératives.
On peut mobiliser les aides financières, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas oublier tout ce qui est appui technique. Un agriculteur a besoin d'informations, a besoin d'être convaincu, qu'on lui montre que c'est faisable, que le développement de se passer d'herbicides, voilà, c'est quelque chose qui est réaliste et possible. Donc dans ce cas de figure, ce qui marche bien, ce sont les démonstrations. C'est se faire rencontrer les agriculteurs entre eux, pour que les agriculteurs qui ont d'ores et déjà adhéré et développé des pratiques alternatives parlent aux autres agriculteurs. Il n'y a pas mieux, ça marche très très bien ça, les échanges entre professionnels. Et puis en fin de compte, enfin l'animation territoriale qui est toujours sur laquelle, qui est toujours un moment important, vraiment connaître les acteurs locaux, leur dynamique et connaître les réseaux d'acteurs locaux. Voilà, être présent dans le temps et le suivi de projet qui est vraiment important aussi, c'est-à-dire le projet dans le temps, accompagner un agriculteur dans le temps, c'est aussi mesurer son impact sur l'environnement. Il y a des indices qui existent, des indices de pollution, de pression polluante. Donc voilà, c'est des questions, c'est des choses qui comptent et qu'il ne faut pas lâcher. Rien n'est simple. Tout prend du temps, il faut être présent, mais on a quand même des résultats qui sont aujourd'hui très très intéressants.